Bonjour à tous. Nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez à notre séminaire en ligne. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet extrêmement important à l'hôpital, mais qui est malheureusement trop souvent sous-estimé. Il s'agit de la criticité d'une prestation de stérilisation. L'agenda aujourd'hui, on fera une petite introduction sur qu'est-ce que la criticité à l'hôpital et comment définir une prestation de stérilisation. Et puis ensuite, on rentrera dans le vif du sujet en définissant les paramètres pouvant juger la qualité d'une prestation à l'hôpital. On verra l'implication opérationnelle d'une bonne prestation et comment gérer les risques en stérilisation. Pour cela, on fera appel à deux experts pour les deux derniers thèmes. Monsieur William, qui est manager de stérilisation à l'hôpital d'Erasme et qui a en plus une expérience unique puisqu'il a vu les deux côtés de la prestation de la stérilisation en tant que client et en tant que fournisseur et en tant que prestataire. Et Monsieur Ney, qui est, comment je pourrais dire, l'expert des experts en stérilisation, qui travaille pour les hôpitaux universitaires de Genève et qui, honnêtement, est une référence en Europe. Comme vous voyez, à la fin, on vous laissera un temps de questions-réponses. Vous avez normalement sur votre barre, vous avez une barre d'accès sur votre droite où il y est mis questions. Vous pouvez poser vos questions par écrit et si nous avons le temps, j'espère qu'on prendra le temps d'y répondre à la fin de ce webinaire. Nous, rapidement, qui sommes-nous? Je ne vais pas passer trop de temps dessus, mais nous sommes une société de consultance qui possède plusieurs départements, services, industrie, secteur public, recyclage, et le soin de santé, bien évidemment, le secteur dans lequel je travaille. Nous réalisons beaucoup de projets pour les hôpitaux, qu'ils soient opérationnels ou stratégiques. Pour ma part, moi, je suis gestionnaire de projet. J'ai travaillé au CHU de Liège et au CHU Brugman. J'ai été également manager d'une stérilisation centrale de CHU Brugman-UDERF. Et je suis maintenant depuis 3 mois consultant chez Mobus. En dessous de ma photo, il y a deux petits articles qui sont plus importants que la photo. Il s'agit de 2 articles récemment publiés dans la revue Stérilisation Magazine. Puisque vous vous intéressez au sujet de la stérilisation, je vous recommande et conseille de vous y abonner, puisqu'on y voit tous les meilleures pratiques de nos collègues français, suisses et belges notamment. Alors, comment définir une prestation un service critique à l'hôpital? 3 petites approches. Une approche plus littéraire qui, en latin, criticus, qui est apparenté à la crise. Donc, ce sont des soins spécialisés pour des patients qui peuvent être dans des conditions de danger de vie. En Belgique, couramment, c'est les soins intensifs, les urgences, le quartier opératoire, bloc accouchement. Ça peut être d'autres services où il y a des anesthésies avec des connexions totales, par exemple. L'autre approche, c'est l'approche gestion des risques. On verra un peu plus loin dans la présentation par M. Ney de qu'est-ce qu'on entend par gestion des risques, mais globalement, c'est où la criticité se définit comme le produit qu'un accident se produise par la gravité de ses conséquences. Et ensuite, une approche un peu plus architecturale de conception, c'est le modèle de Layer. Ici, c'est essayer de distinguer l'hôpital en 4 zones. Une zone hébergement, où il y a les unités de soins et les lits d'hospitalisation. Une partie plus bureau, pour les cabines de consultation et les fonctions administratives. Une partie plus usine, où il y a les fonctions de stockage et de production. Et ensuite, une partie hot floor, les terrains un peu plus chauds, où là, on y voit des services comme le quartier opératoire, les urgences et les soins intensifs encore. Mais comme vous voyez aussi, en entouré, la stérilisation centrale. Alors, qu'est-ce qu'une prestation de stérilisation? Laver, désinfecter, stériliser des dispositifs médicaux, vous le connaissez tous, restérilisables bien évidemment, on oublie l'usage unique, ça n'a rien à faire là. Donc des dispositifs médicaux qui sont destinés à être utilisés à un patient par un prestataire de soins. En Belgique, en tout cas, la responsabilité pour le produit fini est celle du pharmacien et pour la gestion opérationnelle, généralement, d'un infirmier. La prestation de stérilisation, elle est à l'ensemble de l'hôpital. Elle touche tous les secteurs. Les interventions chirurgicales, les consultations, la routine dans les unités de soins, vraiment les salles techniques. Et en plus, depuis les dernières publications des best practices du Conseil supérieur de la santé, elle est obligatoire à l'hôpital. C'est une prestation de stérilisation est aussi professionnalisée ces dernières années. J'ai, par exemple, participé au congrès mondial en octobre 2017 et honnêtement, je dois vous dire, j'étais impressionné par la rigueur scientifique des études et des publications. Ensuite,
je suppose que la plupart de vos hôpitaux rentrent dans une démarche d'accréditation ou rentreront à terme dans une démarche d'accréditation ou sont déjà accrédités. Et pour les plus communs du côté francophone, c'est, en tout cas en Belgique francophone, on est plus sur GCI ou Canada International. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu les critères relatifs à la stérilisation, mais ils sont extrêmement stricts et rigoureux. Le scope d'une prestation de stérilisation est très particulier. On est dans un business model où le relationnel entre client et fournisseur est particulier puisque ce sont les mêmes acteurs. Comme vous voyez, la première colonne supplier, donc fournisseur, c'est la même que celle de customer, les clients. Donc, on est plus dans un rôle de partenariat que de relation client-fournisseur réelle. La particularité de la stérilisation, donc de la prestation de stérilisation, c'est qu'elle doit faire face à beaucoup d'intrants différents. Donc, la plupart de vos stérilisations doivent gérer des milliers, voire des dizaines de milliers d'instruments. Beaucoup sont différents. Et l'état dans lequel il revient n'est pas toujours identique et il peut être particulier par rapport au client. Donc, au sein même, par exemple, d'un quartier opératoire, vous pouvez avoir, en fonction de la discipline, un retour qui est une instrumentation qui est bien en ordre, bien comptée, et une autre qui ne l'est pas. Et une prestation de stérilisation doit être aussi extrêmement flexible au niveau des résultats à rendre, au niveau des outputs, donc du matériel stérilisé, parce que les attentes du client, du partenaire, mais lorsqu'il est client, ne sont pas toujours identiques. La prestation de stérilisation, c'est une étape clé dans la prise en charge du patient. Hein. C'est un des moyens pour lutter contre les maladies nosocomiales, ou comme on les appelle maintenant, les affections liées aux soins. Et ceci est un véritable challenge de santé publique. Pour le quartier opératoire, qui est le plus grand client d'une stérilisation, les infections de plaies opératoires, on compte celles qui interviennent dans les 30 jours. Donc, on dit qu'une maladie nosocomiale est considérée comme nosocomiale, liée aux soins, lorsqu'elle intervient dans les 30 jours après l'intervention. Et lorsqu'il y a eu une pose d'implant ou de prothèse, alors les infections vont jusqu'à 1 an après la pose. La prestation de stérilisation est aussi importante dans le sens où 15% des maladies nosocomiales recensées sont dues à une intervention chirurgicale. Et c'est la troisième cause, selon une étude du CSS, c'est la troisième cause d'infection liée aux soins. Donc cela est conséquent. Faites attention, je ne dis pas que c'est uniquement dû au matériel chirurgical, mais cela est probablement en grande partie, voire majoritairement. Et l'infection du site opératoire, selon l'étude du KCE, est réellement un problème qui limite le bénéfice potentiel des interventions chirurgicales. L'impact sur les coûts hospitaliers et sur la durée du séjour post-opératoire est considérable. Selon cette étude, ils vont de 3 à 20 jours supplémentaires. Alors, un petit rappel du processus complet de stérilisation. Ici, schématiquement, j'essaie de montrer une dizaine d'étapes, mais bon, on peut aller un peu plus dans le détail, bien évidemment. Mais je vais insister sur 3 étapes qui sont, selon moi, clés, qui est le lavage en machine, puisqu'il est nécessaire d'avoir une désinfection thermique, donc les machines vont jusqu'à plus de 90 degrés, mécanique, donc avec un système qui est reproductible, et chimique, puisque les solvants sont toujours en quantité adaptée si vos machines sont bien validées. Et la dernière étape, la 8e étape là, que je montre, c'est l'autoclave, bien évidemment. La stérilisation, ce n'est pas toujours des autoclaves à vapeur, mais en majeure partie dans les hôpitaux, c'est le cas. Et alors, celle que j'aimerais bien insister quand même, c'est la 5 et 6e. Donc, en fonction des stérilisations de vos hôpitaux, il est possible qu'elle s'inverse, que la 6e devienne la 5e étape et inversement. Mais cette étape-là sont extrêmement importantes puisque c'est celle qui est la plus visible pour le client. Donc, le chirurgien et l'infirmière de salle opératoire ne savent pas si les paramètres de l'autoclave ont réellement été respectés. Eux, ce qu'ils savent, c'est s'il y a un trou dans l'emballage et si le matériel est réellement fonctionnel, si les ciseaux coupent et si les instruments dont ils ont besoin se trouvent dans le plateau. Donc, cette étape est time-consuming puisque c'est généralement des ressources humaines, donc des auxiliaires ou des infirmières qui les effectuent et elles sont très importantes. C'est en gros pour moi ce qui distingue une prestation de stérilisation minimale d'une excellente prestation de stérilisation.
Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Comment juger une prestation de stérilisation et quels sont les paramètres définissant une prestation de qualité? Alors, moi, je vois ça comme 9 aspects. Il y a 9 aspects clés. Les deux premiers sont les plus évidents. Il faut que le matériel soit stérile, of course, et que l'état stérile du matériel le soit jusqu'à l'utilisation au patient. Ensuite, que les instruments soient fonctionnels. Un ciseau qui coupe pas ne sert à rien pour un médecin. Que le matériel soit complet ou du moins utilisable. Donc, si tous les instruments dans le plateau prévu ne sont pas présents, il faut qu'ils soient en accord avec le chirurgien, voire l'infirmière de salle, pour être sûr qu'ils puissent l'utiliser de manière efficace. Des instruments qui sont disponibles lorsque le client en a besoin. Je suis prudent à ce niveau-là, donc ce n'est pas exactement lorsque le client en a besoin, mais c'est plutôt lorsque vous avez fait un accord avec lui et qu'il a dans les temps prévus. Donc, bien évidemment, si un chirurgien opère le matin et qu'il espère récupérer son matériel 2 heures après, ce n'est pas possible du tout. Il faut qu'il soit au courant, donc il faut bien avoir un accord avec lui. Un processus optimisé qui garantit une sécurité du patient et au coût maîtrisé. Il ne faut pas se voiler la face. La théorie économique nous explique bien que les ressources sont limitées et c'est une réalité avec laquelle il faut vivre. Donc, il faut pouvoir réellement maîtriser ses coûts. Une traçabilité du processus et idéalement jusqu'à l'utilisation du patient. D'avoir une traçabilité purement stériliste, stand-alone, c'est bien. Lorsqu'elle est liée au planning du quartier opératoire, c'est mieux. Mais si elle va jusqu'à l'utilisation au patient, c'est encore mieux. Une culture de l'amélioration continue, cherchant à résoudre les problèmes des partenaires, à satisfaire les nouvelles demandes, à collaborer de manière constructive, à effectuer des contrôles réguliers. Une tenue à jour de la qualité, en formant le personnel, en revoyant les processus et les procédures, en les actualisant, en idem pour les équipements, avoir une bonne gestion documentaire, tout ça, c'est extrêmement important. Donc ici, ce que je veux dire, c'est comment est-ce qu'on juge une prestation? On peut le faire sur base de ces 9 points clés. Comment on traduit ça en pratique, opérationnellement? On peut le faire grâce à un tableau de bord équilibré, le Balanced Scorecard de Kaplan Norton, où on retrace sur base de 4 axes clés, les indicateurs les plus pertinents. On va essayer de le décliner un peu mieux. Donc, assurer une place centrale aux patients et aux clients, bien évidemment, maîtriser financièrement le service par une rationalisation des coûts et des investissements, accroître la performance par l'optimisation des processus, et impliquer le personnel par la formation, la participation et la reconnaissance. En pratique, passons en revue les 4 axes. Si on regarde le premier, je vais essayer de le mettre un peu en plus grand parce que c'est un des principaux, c'est le principal notamment. Donc, le patient et le client. Quand je dis client, c'est bien évidemment le partenaire puisqu'il est fournisseur et client en même temps. J'ai essayé de mettre ici sur le côté, bon, je ne vais pas les parcourir avec vous, on vous enverra la présentation à la fin du webinaire. J'ai essayé de mettre des indicateurs qui pourraient parler, qui sont pertinents pour cet axe. Bien évidemment, ils ne sont pas exhaustifs, on peut aller plus loin encore en fonction de votre processus particulier au sein de votre hôpital. Mais ici, l'idée, c'est de pouvoir faire des service level agreements, donc des accords avec les différents partenaires. Et par exemple, pour un quartier opératoire, on pourra aller jusqu'à chacune des disciplines. Donc, parce que le problème, c'est que les attentes du QBOP sont parfois totalement irréalisables. Et si on ne communique pas, et si on ne mentionne pas, et si on ne met pas un accord par écrit avec le chirurgien ou avec le bloc de manière générale, alors ils seront toujours insatisfaits. Ce que je veux dire, c'est qu'il est clairement important de dire à un service que ce qu'il nous demande, ce n'est pas possible. Donc, on parle par exemple en stérilisation dans le domaine qu'un processus standard prend 4 heures. Mais personnellement, je ne pense pas que c'est une bonne idée de le dire parce que ce n'est pas vrai. Un processus prend 4 heures si les machines sont disponibles, si le personnel peut le prendre directement en charge. Et donc, ça, c'est possible, oui, mais uniquement de manière urgente. En routine, ce n'est pas possible. À moins que vous soyez surstaffé et que vous avez beaucoup trop d'équipements et que vous avez toujours une machine de lit pour pouvoir le faire. Mais là, je vous déconseille donc de vous en vanter. Deuxième aspect, c'est l'apprentissage organisationnel et le développement. Celui-ci, il est plus lié à l'équipe, donc plus aux ressources humaines. Donc, je mets 3 petits indicateurs ici, mais on peut encore le décliner bien évidemment. Donc, ce que je veux dire ici,
et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand je voyais le process dans la slide, hein, sur le processus complet, c'est que le chirurgien et l'infirmière du QIOP, ils ne regardent pas si les paramètres du cycle d'autoclave sont corrects. Lui, eux, ce qu'ils veulent, c'est que le matériel soit présent, que les ciseaux coupent, que le méthodeur soit bien huilé et que le dispositif médical soit bien remonté. Donc, pour ça, il faut une équipe bien formée. Et puis, en plus, on connaît tous, hein, pendant les vacances scolaires, hein, il y a un peu moins de personnel, donc il faut que le personnel soit capable de faire un peu de tout, un peu tous les postes. Donc, il faut une bonne polyvalence. Par exemple, ce que je montre dans le tableau ci-dessous, donc c'est un exemple. Dans cet hôpital, on avait identifié 14 postes. Et parmi ces 14 postes, on a regardé chacun des auxiliaires et des infirmières, quel poste ils étaient capables de faire. Donc, quelles fonctions ils étaient capables de faire. Et on a défini avec eux, mais bon, là, c'était un hôpital avec une équipe relativement grande, un indicateur comme 60%. S'ils ont plus de 60%, s'ils savent faire plus de 60% des postes, alors ils sont considérés comme polyvalents. Et alors de là, on avait regardé la polyvalence générale de l'équipe. Donc ça, je pense que c'est très important à faire pour développer et améliorer les compétences de l'équipe. L'axe suivant, c'est l'axe financier. C'est le moins amusant, mais qui est toujours important, comme je l'ai dit tout à l'heure. Coût de revient par plateau, par conteneur, coût de revient par sachet, par pile-pack, évolution des coûts des consommables et le lien par rapport à l'activité. Ici, c'est pas amusant à faire, mais c'est très important à faire parce que avoir un œil sur les paramètres qui influencent le coût de revient permettra d'améliorer le coût de votre prestation. Et bon, c'est pas l'objet de la présentation, hein, mais tenir un œil au gaspillage au sein du service aide à diminuer ce coût et donc je vous le conseille vivement. L'axe suivant, pardon, c'est l'axe processus. Et ici, il est plus lié à la gestion de la qualité, à la gestion des événements indésirables, à la gestion des non-conformités. Et donc, il permettra, donc, si vous travaillez bien sur cet axe, il permettra indirectement d'améliorer les trois autres, donc celui patient, celui financier et celui apprentissage organisationnel. Alors, pourquoi la prestation de stérilisation est-elle si importante? On va juste prendre un exemple du client, du partenaire privilégié, hein, le QIOP, et on regarde que peut faire un service de stérilisation pour aider à satisfaire au mieux le patient. Qu'est-ce qu'on entend par satisfaction du patient et quel est le rôle de la stérilie à ce niveau-là? Ce que veut un patient, c'est être opéré dans les meilleures conditions. Il ne veut pas contracter une infection suite à l'intervention. Il ne veut pas être moins bien opéré à cause d'un problème du matériel. Il ne veut pas être endormi plus longtemps que ce qui est nécessaire à cause de problèmes encore avec le matériel. Donc ici, ce que veut le patient, c'est être pris en charge en toute sécurité. Pour ça, la stérilisation a vraiment un rôle important. Si en plus, donc pour la sécurité du patient, si en plus on regarde le rôle de la stérilisation pour les finances de l'hôpital, on peut regarder dans le graphique ici ci-dessous, hein, donc je vous montre une ouverture d'un quartier opératoire, ouverture élective de 8h à 16h30, pardon. Et si on imagine qu'il y a un problème avec cause du matériel le matin, qu'on doit décaler la première intervention, qu'elle commence tardivement, eh bien, on prend une demi-heure dans la vue et c'est une demi-heure de perdu pour l'efficience du quartier opératoire. Supposons qu'à la fin de l'intervention, il y a encore un problème avec le matériel, tout type de problème, un trou dans l'emballage, enfin peu importe. Ça décale la seconde intervention, le chirurgien et l'anesthésiste pas contents parce qu'ils doivent attendre 1 heure, et la fin d'intervention sera de la seconde intervention est à 17h15, ce qui fait donc 45 minutes de plus par rapport aux heures lectives. Donc il y a des heures supplémentaires pour les infirmières, et donc c'est pas bon pour les finances de l'hôpital. Donc en gros, ce qu'on veut dire ici, c'est qu'il y a un vrai rôle clé du partenariat de la stérilisation, du service de stérilisation et de sa prestation pour l'efficience et la bonne fonctionnalité du quartier opératoire. Enfin, last but not least, il y a des règles. Il y a les 2 Bibles, qui est la réglementation européenne, hein, 745, mais aussi les best practices, les bonnes pratiques pardon, du Conseil supérieur de la santé qui a été publié l'année dernière. C'est en fait 2 Bibles à bien lire pour voir sur l'aspect purement qualitatif de la prestation. Donc voilà. Ici, pour mettre donc, les 9 aspects, donc pour vous exposer les 9 aspects clés à la prestation de la stérilisation, maintenant on va voir
la vision plus opérationnelle, comment elles sont mises en pratique. Et donc, on donne la parole maintenant à Monsieur William, qui est un manager de la stérilisation centrale de l'hôpital Erasme et qui, en plus, est vice-président de la FISO, l'Association francophone des infirmières de salle d'op, et membre actif de l'Association américaine des infirmières périopératoires. Voilà, je te donne la parole, Olivier. Merci, Hermano. Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc en quelques minutes essayer de vous montrer quelques exemples, et je ne vais pas être exhaustif, par rapport à la vision opérationnelle que nous avons en stérilisation. J'ai la chance d'avoir été cadre de bloc opératoire aux cliniques universitaires Saint-Luc, mais aussi sur le centre Epicura, et aujourd'hui de me retrouver en stérilisation. Et donc, quelque part, j'ai un certain regard par rapport aux prestations des deux côtés. Un premier élément qui me semble important, c'est, comme on l'a dit dans la première partie de l'exposé, c'est établir, respecter les procédures pour une obligation de résultat. Nous avons une obligation de résultat. Nous avons bien sûr une obligation de moyens. Il s'agit de respecter, comme Hermano vient de le dire, les bonnes pratiques, comme le Conseil supérieur de la santé le montre, également de travailler sur les modalités de fonctionnement de nos équipements, les autoclaves, les autolaveurs, pour les utiliser au mieux, de travailler sur les modes de prise en charge des dispositifs médicaux, combien de modes d'emploi devons-nous lire pour en tout cas pouvoir les traiter de la meilleure manière qu'ils soient. Établir et respecter les procédures, c'est également les élaborer et élaborer des instructions de travail pour nos collaborateurs, les assistants, les auxiliaires. Et c'est mettre en application ces procédures et ces bonnes pratiques et les adapter à leur environnement de nos services de stérilisation en informant, en formant, en accompagnant, en contrôlant, évaluant et éventuellement en corrigeant les différentes pratiques. Nous travaillons dans un service qui est fournisseur vers un client et on verra que le client devient également fournisseur pour le service de stérilisation. Et donc, quelque part, nous travaillons dans un environnement un peu comme un sous-marin, c'est-à-dire que nous sommes dans un environnement qui n'est pas visible pour le client. Un simple exemple qui n'est pas si simple pour ceux qui le connaissent, c'est la gestion de l'instrumentation du robot Da Vinci. Le robot Da Vinci nécessite un certain nombre de procédures, de processus relativement complexes. Et donc, par exemple, dans mon institution, nous avons informé les personnels, nous avons réalisé des procédures, des cahiers, et puis on a fini par réaliser un immense poster qui reprend d'une manière synthétique les différentes étapes et qui est disponible à la vue. C'est un poster qui fait un format qui est aussi large qu'un poster d'abribus et donc quelque part qui est disponible pour le personnel et toujours à vue pour en tout cas trouver la bonne information au moment où il le faut. C'est également travailler sur la composition, la précision du contenu des plateaux, du contenu pour le client. L'utilisateur, le client, le chirurgien, le médecin, l'infirmière de salle d'opération prend en charge le malade. Il a besoin d'un environnement conforme à ses exigences pour la pratique infirmière, chirurgicale et anesthésique. Le matériel stérile manufacturé comme les champs opératoires, les gants stériles, il a besoin d'équipements, d'électrocoagulation, de radiologie, des générateurs, des instruments stériles. Nous sommes à la production des instruments stériles. Chaque approvisionnement doit être complet, prêt à l'emploi. Il ne s'agit pas de se poser des questions comme est-ce que le bistouri électrique fonctionne? Est-ce que j'ai assez de compresses? Est-ce que j'ai assez de médicaments? Une fois que l'intervention chirurgicale commence, la marche arrière est quasi impossible. Il en va de même pour la gestion des dispositifs médicaux qui sont gérés par le service de stérilisation. Évidemment, chaque dysfonctionnement à ce niveau va se payer cash avec les conséquences que vous pouvez voir et les dysfonctionnements que vous voyez à l'écran. Pour illustrer cette précision des recompositions, il y a quelques semaines, en interne, le service de médecine fœtale cherche une pince à biopsie emballée par un. Elle cherche cette pince depuis plusieurs jours et elle nous avertit, nous, infirmiers en stérilie, attention, si je ne dispose pas de cette pince pour telle date, je ne pourrai pas prendre en charge tel enfant parce que je n'ai que cet exemplaire-là. Après multiples recherches, comme vous le voyez, on retrouve cette pince dans une composition. L'auxiliaire a été distrait, l'auxiliaire ou la personne qui a recomposé ce plateau n'a pas été attentive et voilà les conséquences pour parfois un simple instrument. Il n'est pas si simple que ça et donc ça peut avoir des conséquences
importante sur le bien-être et du patient et sur le fonctionnement de l'institution. Un élément aussi qui me tient à cœur, c'est la nécessité et la qualité des échanges d'informations entre les services. Le service de stérilisation a beaucoup d'informations à communiquer en temps réel ou de manière différée, selon des schémas préétablis au sein de chaque institution. Ça peut être oralement, via email, via des affiches, via un système de traçabilité intégré qui envoie des informations automatiquement entre les services via des tableaux de bord intégrés. Voilà par exemple dans mon institution ce qu'on a mis en place il y a quelques mois pour informer régulièrement les responsables de bloc qui vont relayer ça à leurs infirmières sur l'indisponibilité de tel ou tel matériel ou la disponibilité de tel plateau, mais incomplet. Et donc ici, on va y mettre des plateaux, on va dire, de type important et stratégique. Le respect de la relation client-fournisseur dans les deux sens est essentiel. Comme l'a dit Hermano il y a quelques minutes, le respect de la relation dans le sens stérilie, bloc opératoire, service médico-technique, ces services-là attendent une qualité globale de prestation de la part de la stérilie. Et Hermano l'a mis dans toutes les étapes qu'il a citées il y a quelques instants, c'est on a l'obligation de résultat, fournir des dispositifs médicaux stériles, dont la stérilité est maintenue, fonctionnelle, disponible, des plateaux complets, en garantissant la sécurité du fonctionnement, la maîtrise des coûts, la traçabilité de production. On doit travailler sur la qualité de notre personnel, sur la culture d'amélioration continue de nos équipes. D'autre part, le client bloc opératoire, service et médico-technique deviennent les fournisseurs de la stérilie et quelque part vont, au travers de leur gestion interne, gérer les dispositifs médicaux stériles, maintenir leur stérilité, les manipuler à minima pour en tout cas les préserver de tout risque, travailler sur avec la Patient Safety Checklist de l'OMS pour en tout cas éviter d'oublier tel ou tel instrument ou une partie d'instrument dans le patient et remettre des plateaux d'instruments, des dispositifs médicaux complets vers la stérilie. Il s'agit aussi pour eux de faire du reporting, de rapporter les différents dysfonctionnements, les grains de sable, les incidents importants, pour en tout cas faire une correction automatique et intégrée avec le service de stérilisation. Et last but not least, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, prévenir le risque d'accident d'exposition au sang auquel le personnel des différents services est exposé parce que nous utilisons des outils dangereux, mais aussi parce qu'un service de stérilisation va traiter ces instruments. J'illustre ceci par un tableau que j'ai repris d'une étude IFSIL il y a quelques temps. Il s'agit du pourcentage d'avoir un produit conforme pour chaque étape. Si vous estimez que dans votre institution, dans votre stérilisation, dans chaque étape, on va en tout cas assurer que 99% de ma prestation est correcte à chaque étape. Si il s'agit, une étape, c'est ouvrir un emballage stérile en salle d'opération, eh bien, on peut considérer que 99 fois sur 100, ça va bien se passer. Une fois sur 100, on peut déchirer l'emballage en ouvrant, etc. S'il s'agit de deux étapes, eh bien, c'est transporter ce dispositif stérile et puis l'ouvrir en salle d'opération. Lors du transport, il peut se passer une fois sur 100 quelque chose. Si on a un processus qui reprend 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25 étapes et qu'on accepte que 1%, on est victime d'1% de risque d'erreur à chaque étape, vous voyez que si on n'a qu'1%, au bout de 25 étapes, eh bien, il y a encore il y a un quart de possibilité que le matériel soit touché et soit non fonctionnel. Si on accepte, si dans mon organisation, je ne suis pas capable de garantir plus de 90% de taux de conformité par étape, c'est-à-dire je risque de me tromper une fois sur 10, après un processus de 25 étapes, il y a des chances absolues pour que le produit final ne soit absolument pas conforme. On parle souvent des programmes opératoires. Est-ce qu'ils sont adaptés aux dispositifs médicaux disponibles, aux plateaux disponibles en stérilie, ou est-ce que la stérilie doit s'adapter, commander, acheter? On voit que quelque part, un règlement d'ordre intérieur au bloc opératoire qui va en tout cas organiser les plages opératoires, les vacations de chirurgie, la programmation simultanée d'intervention, le système de réservation, le système de la commande de matériel ancillaire est extrêmement important et doit en tout cas être cohérent par rapport au fonctionnement d'un service de stérilisation. Une informatique de gestion intégrant le bloc opératoire et le service de stérilisation est essentielle. Et le travail et la communication à double sens, anticipation, préparation, ajustement, fait partie de notre quotidien.
Encore 2-3 éléments. L'expertise infirmière tant bloc opératoire qu'en stérilisation est fondamentale. L'expertise infirmière, ça veut dire quoi? Une formation, la formation des infirmières correcte, formation initiale, formation continue, la connaissance et l'expérience. Les anciens sont souvent source et réservoir de connaissances importantes par rapport à des détails et des détails qui sont importants. L'encadrement du nouveau personnel, l'encadrement de la formation permanente. Et puis surtout, la reconnaissance du travail de l'autre service, le service amont ou le service aval, là où on se trouve. Enfin, je terminerai par, quelque part, le système d'assurance qualité. Le système d'assurance qualité me semble en tout cas aujourd'hui, suite aux différentes normes, aux différentes accréditations en cours ou à venir, absolument essentiel au niveau de chaque service, bloc opératoire, stérilie, mais également intégrant les deux services. Travail sur les processus, collaboration sur les liens, les flux, les zones mixtes, obligations conjointes de moyens et de résultats, des informations réciproques, une utilisation d'outils performants de communication, de reporting, que ce soit par les logiciels ou oralement, une capacité de pouvoir analyser les risques à tous les niveaux, une élaboration conjointe de stratégies d'amélioration et quelque part la prise de conscience ou en tout cas de la responsabilité de chacun, stérilie, bloc opératoire face aux patients, face aux utilisateurs, aux fournisseurs ou à l'institution. Je vous remercie pour votre attention. Donc voilà, merci beaucoup Olivier pour avoir partagé cette expérience et ces informations très pertinentes. Je vois il y a une question qui est déjà arrivée, donc n'hésitez pas, hein, vous avez un espace sur le côté pour poser vos questions, donc allez-y, on prendra le temps, 5 minutes à la fin du webinaire pour y répondre. Donc allez-y, posez vos questions et je vous en remercie. Donc voilà, maintenant je vais laisser la parole à Monsieur Ney, donc des hôpitaux universitaires de Genève, pour parler de la gestion des risques en stérilisation. On vous écoute. Oui, bonjour à tout le monde. Alors, merci pour cette invitation. C'est un grand plaisir de partager avec vous. Donc, on va parler un petit peu de risques. Et puis, vous voyez que je démarre en parlant d'un précepte par principe, dans la mesure où je considère effectivement que la gestion des risques, finalement, on devrait commencer par ça quand on arrive dans un service de stérilisation. Quand on arrive le matin, on devrait se dire comment vais-je faire pour éviter d'avoir un événement indésirable dans ma chaîne de production. Alors, j'essaie juste de cliquer, c'est un petit peu nouveau. Voilà, donc, gestion des risques, le processus étant l'ensemble des opérations intervenant dans la préparation d'un DM stérile, il est évident, et vous le savez très bien, qu'on ne peut pas vérifier l'efficacité du procédé. On a une espèce de boîte noire qui arrive chez le client, comme l'a bien souligné Olivier, et puis ce client va devoir utiliser le matériel de cette boîte noire sans savoir réellement ce qui s'est passé dessus. Hermano a précisé aussi la notion de probabilité, et puis là je mets un bémol, c'est qu'à un moment donné on a tendance à toujours parler du niveau d'assurance stérile, et vous savez très bien qu'avec les niveaux de retraitement et le niveau de sécurité qu'on utilise, finalement on aurait presque envie de penser qu'il peut rien arriver. Alors c'est vrai que dans la littérature il n'y a pas énormément de publications de matériel non stérile avec de telles températures et de tel temps, mais c'est pas tout à fait juste, et là aussi on doit s'interroger. Enfin, et je rebondis sur ce que disait Olivier en conclusion, il est important de rentrer dans des démarches de certification ou au moins des démarches qualité, dans la mesure où, à partir du principe où vous avez un référentiel qui est bien construit et le référé, c'est ce que vous réalisez, la mesure des écarts devient plus évidente. Un petit focus sur les UG, donc très rapidement, simplement pour vous dire, c'est 70 collaborateurs, 75 collaborateurs avec 5 à 6 personnes d'encadrement et environ 1,4 million de paquets fabriqués par an stériles. Donc vous imaginez bien le volume que ça peut représenter, je vous laisserai consulter l'ensemble ensuite. Alors ça, c'est peut-être l'écran qui me semble le plus intéressant, dans la mesure où la cartographie des processus est l'élément de base, l'élément fondamental par lequel il faudrait commencer pour construire ou un système qualité d'évidence ou tout au plus un système de gestion des risques. Et vous voyez qu'on arrive à bien séparer le processus de management, les processus de réalisation et les processus support. Et au travers d'une cartographie des risques établie comme celle-ci, avec la responsabilité de chacun,
on arrive clairement à identifier qui fait quoi et justement à responsabiliser certains domaines. Donc vous voyez, si on prend le processus management, vous avez la direction du service par le responsable du service qui veille effectivement à toute l'organisation. Vous avez la gestion opérationnelle managériale qui représente des cadres de proximité, parce qu'avec des équipes de 70 personnes, vous avez effectivement des échelons intermédiaires. Et puis vous avez une expertise technique, donc infirmière spécialisée de salle d'opération et formée en stérilisation, qui va gérer le lien avec l'instrumentation. Pour ma part, en tant qu'expert, je vais avoir les responsabilités techniques, la veille réglementaire, normative, et puis tous les projets de recherche, l'enseignement, et puis la responsable qualité qui, elle, va s'occuper d'avoir ce petit regard externe, cette espèce de Jiminy Cricket, qui va venir, comme la conscience, nous expliquer qu'on n'est pas toujours très bon. Les normes. Vous savez que nous avons un système normatif relativement important sur lequel nous pouvons nous reposer. Et donc, je reviens essentiellement sur la SNEN ISO 13485-2016 qui, à mon sens, est la norme la plus adaptée et dont l'évolution va nous obliger à nous interpeller sur un certain nombre de risques, en tout cas à partir de cette année. Alors, si je reviens un tout petit peu en arrière. Voilà. Donc, une problématique ancienne en stérilisation. Les accidents, c'est pour les autres, on l'a un petit peu évoqué. Bah oui, il n'arrive jamais rien chez nous. Nos actes ne sont pas dangereux puisque de toute façon, on stérilise au bout. Les conséquences de l'acte ne sont pas visibles. Bah, effectivement, hein, nous, on est ou au sous-sol, enfin généralement au sous-sol, ou alors en dehors du bloc opératoire. La notion d'aller plus vite puisque tout est urgent, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, parfois c'est un peu comme ça. Les évasions de l'esprit parce que c'est comme un travail relativement répétitif. L'anxiété de finir à temps parce que nous travaillons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et que par conséquent, les équipes s'enchaînent et puis ils n'ont jamais l'impression de terminer leur travail. Il y a toujours des petits problèmes d'équipement parce qu'on les sollicite énormément. Et puis, alors, celui-là, vous savez, ça fait partie de, comment dire, là, je prends mon temps pour vous l'expliquer, des choses qui sont récurrentes. Oui, mais depuis le temps qu'on fait comme ça, hein, je vois pas pourquoi on changerait. Et puis, vous savez la phrase qui dit normalement, alors le normalement, on ne sait pas d'où il sort. Et puis enfin, le dernier point qui est aussi important, et quand vous avez les collaborateurs entre eux qui arrivent à parfois, alors c'est aussi vrai pour l'encadrement, bien entendu, moi je dis ça, je dis rien. Dans ces cas-là, il vaut mieux rien dire, ou en tout cas, si on dit, pouvoir étayer avec des éléments. Alors, posons-nous sur l'analyse de risque. Donc, vous voyez que le premier point, c'est essayer d'identifier la provenance. Est-ce que ce sont des événements internes au service ou du service vers les autres ou des autres vers le service? Donc, assez rapidement, voilà un extrait de la revue de direction de l'an dernier. Et vous voyez qu'on arrive à avoir une majorité de déclarations de notre client principal, c'est-à-dire bloc vers stérilisation, à hauteur de 42%. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que nous arrivons à un certain nombre de déclarations internes aussi. Ça veut dire que la culture qualité avance. Maintenant, si on regarde la caractéristique des événements, là, on va gérer avec un système qui s'appelle les 6M, donc méthode, machine, main-d'œuvre, matière, milieu et management. Et je vais passer rapidement parce que vous les retrouverez, mais en fait, vous avez un certain nombre d'exemples de risques, d'événements qui ont été convertis en risques potentiels de manière à trouver quelles étaient la conséquence et quelles sont les mesures d'amélioration qu'on a pu mettre en vis-à-vis. Donc sur la méthode, hein, c'est toutes les procédures, donc on en a déjà parlé précédemment, hein, mes deux collègues. Vous avez encore sur la méthode hein, tout ce qui est l'emballage, le conditionnement, les chutes de DM, voilà, les erreurs de reconstitution. Concernant les équipements, donc les machines, il y a des cycles non conformes, des dysfonctionnements d'accessoires, d'équipements, des défauts d'entretien. Vous avez ensuite au niveau de la main-d'œuvre, donc tout ce qui concerne les accidents, les conflits entre collaborateurs dans le service, les conflits avec les clients, les défauts de coordination, voilà, des notions de sécurité hein, très importantes. Au niveau de la matière, des demandes de stérilisation spécifiques, des absences de produits, des ruptures de stock, des erreurs de localisation. Et puis le milieu qui est l'environnement, c'est dans le lien un petit peu avec les clients qui consiste à effectivement dire voilà les erreurs de ramassage, de livraison, les oublis, et puis aussi hein, nous faisons la pré-désinfection. Donc quand on a une pré-désinfection qui n'est pas réalisée, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Donc on identifie un petit peu tous ces points-là et on les liste un peu comme un inventaire à l'après-vert, mais à chaque fois qu'il y a un événement, on le rajoute dans la matrice de risque et puis à chaque fois on va mettre les conséquences, encore une fois, on va scorer le risque et ensuite on va mettre en place des actions correctives et préventives parce que l'objectif c'est de faire du préventif in fine. Et puis enfin, ce 6e M là de management, donc un problème de planification.
donc insuffisamment de collaborateurs pour X raisons, hein. Des compétences, et Hermano en a parlé avec la grille des compétences, je trouve intéressant ce modèle dont on se sert aussi. Le problème d'information, hein, ça c'est vrai qu'au niveau des transmissions, parfois, ben, c'est vrai que nous avons du mal à communiquer. Je vous rappelle que nous travaillons dans des milieux relativement fermés et qu'il faut que parfois on communique à travers des machines, donc c'est un peu compliqué de se parler à travers un laveur désinfecteur. Les notions de dossier de stérilisation, hein, la conformité du dossier pour nous en Suisse c'est légal et on doit conserver et archiver ces documents 12 ans. Et puis les problèmes de non-anticipation de l'activité, puisque le management sert aussi à pouvoir anticiper notamment les urgences au bloc opératoire ou des types d'interventions particulières. Donc enfin, si on regarde maintenant au niveau des non-conformités, j'ai simplement repris un petit peu cette notion des SISM, j'ai pris les chiffres de la revue de direction de l'an dernier, et vous voyez que dans 67% des cas, on a des non-conformités, des événements indésirables qui sont liés à la main-d'œuvre. Donc effectivement, il faut travailler sur ces risques-là. Et je ne suis pas allé plus loin en vous présentant ces chiffres-là, mais sachez que 80% des non-conformités, en tout cas des événements indésirables, sont liés à l'étape du conditionnement. Et on voit bien que c'est à cette étape-là qu'il faut faire l'effort particulier, parce que nous sommes à la fois une activité de production, mais avec un environnement artisanal, et cet artisanat m'a fait qu'il faut que nos collaborateurs puissent bien connaître tous les instruments, et c'est une sacrée gageure parfois. Enfin, si on fait le lien avec, parce que la politique de gestion des risques n'a de sens que si elle est en lien avec une matrice institutionnelle, bien entendu. Donc vous voyez que pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir défini avec la direction médicale de l'établissement quels étaient les niveaux d'impact pour le patient quand on fait cette analyse pour dire voilà l'événement qui s'est produit, voilà la mesure qu'on va mettre en place pour éviter justement et pour diminuer ces impacts patients. Donc le niveau 1, c'est aucune conséquence. Donc vous voyez qu'on est à peu près à 98% des cas de non-conformité relevés qui n'ont pas de conséquences. Vous avez un peu moins de 1% un retard sur l'intervention chirurgicale. Bien sûr, ensuite on a le problème du report de l'intervention, donc là c'était 0,4%. Un changement de technique opératoire avec un risque potentiel, 0,8%. Et puis un problème d'annulation de patient déjà anesthésié, qui est le plus gros risque, puisque à un moment donné, le patient a obtenu une dose d'anesthésion qu'il ne devait pas avoir, et ça c'est toujours très embêtant pour les services comme les nôtres, quand la faute, ou en tout cas l'événement indésirable est imputé à la stérilisation. Et enfin, comment on reporte, parce que bien sûr on ne va pas faire cet étalage au niveau de la matrice institutionnelle, donc on va reporter 4 grands types de risques aujourd'hui. Donc, un risque lié à la stérilisation, c'est-à-dire l'échec d'une ou plusieurs étapes du processus de retraitement. Un échec de traçabilité, puisque la traçabilité est un événement clé, un élément clé en fait de la chaîne de prise en charge. Les risques pour le personnel, qui sont liés notamment aux gestes, aux postures, aux contaminations, manipulations de charge, voilà. Et puis les retards dans le processus de retraitement. À noter que nous avons rajouté depuis la semaine dernière un nouveau risque, qui pour nous est un risque important et qui considère le risque de rupture de fluide, parce que si vous avez une coupure d'eau, voilà, si vous avez un problème d'alimentation de vapeur ou autre, c'est un petit peu compliqué pour faire former le tout. Donc on a tenu à le remonter au niveau de la matrice institutionnelle. Je vous remercie beaucoup de votre attention, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Le talent le plus évident consiste à déceler la non-conformité avant qu'elle se produise. Je vous invite à lire Crosby ou Deming, et puis vous verrez qu'on retrouve l'ensemble, et je remercie Alexandra Brunetti, notre responsable qualité, qui nous a permis de faire cette présentation. Merci encore. Un tout grand merci, Monsieur Ney. Moi, je suis toujours impressionné par les pratiques suisses. Je vois qu'honnêtement, en Belgique, on a encore un peu de retard et il faut vraiment s'inspirer de cette méthodologie de gestion des risques parce qu'elle apportera un grand plus sur la qualité de nos soins ici en Belgique. Pour conclure ce webinaire, posons-nous la question, est-ce que la prestation de stérilisation à l'hôpital est critique? La réponse est soyons cohérents. Si les principaux clients d'une prestation de stérilisation sont des services de médecine critique, si la prestation de stérilisation devrait ou fait l'objet d'études de risk management, si le danger d'une mauvaise prestation de stérilisation est conséquent pour le patient, si une mauvaise prestation de stérilisation a des conséquences financières sur le fonctionnement optimal d'un quartier opératoire et donc d'un hôpital, alors la prestation de stérilisation est critique. Je pense qu'il faut vraiment en prendre conscience. Nos conseils, si on peut
apporter une petite plus-value à votre écoute, c'est essayer de développer vos tableaux de bord. Développer vos propres indicateurs, tracez-les, essayez de les automatiser, enfin d'avoir une vraie structure de tableau de bord. Et ensuite, une fois que vous avez vos indicateurs, s'ils ne sont pas dans le vert, faites-les passer dans le vert. Donc, mettez en place les actions d'amélioration nécessaires pour améliorer vos prestations. Mais gardez toujours en tête qu'il faut pouvoir maîtriser ce dilemme coût-qualité, qui est l'efficience parmi les deux. C'est le rapport entre ces deux critères. Mais vu que l'on est dans un hôpital et qu'il s'agit d'une prise en charge de patients, le critère qualité a une place prépondérante en raison de sa liaison directe avec la sécurité du patient. Deux messages qu'on voudrait quand même faire passer, c'est votre métier. Donc, si vous êtes dans le monde de la stérilisation, votre métier est extrêmement important et complexe. Prenez-en conscience. La prestation est difficile à faire. Et remerciez les équipes qui y travaillent et aidez-les à se développer. C'est les deux messages qu'on aimerait vous faire passer et j'espère que vous les retiendrez. Voilà, on va passer aux questions-réponses. On a reçu pas mal de questions qu'on n'aura pas le temps de répondre complètement. Donc, messieurs, donc on va… donc, les trois orateurs, M. Ney et M. William, vont aussi avoir la possibilité de répondre à vos questions. Donc, je vais lire la première. Quels sont les modèles d'analyse de risque qui, selon vous, sont les plus adaptés au processus de stérilisation des dispositifs médicaux en institution hospitalière? Je pense que cette question est arrivée, à mon avis, un petit peu avant la présentation de M. Ney, quoique je ne sais pas si vous avez un commentaire à donner, M. Ney. Oui, tout à fait. On peut très bien utiliser le modèle de Reason qu'on retrouve énormément dans l'industrie. Alors après, je pense que si les stérilisations sont pas encore très mûres avec ce type de démarche, je crois que l'AMDEC, l'analyse des modes de défaillance et des conséquences, qui permet de scorer la fréquence, la gravité et la non-détectabilité entre guillemets d'un événement, permet d'avancer. Il y a de très bons modèles industriels, mais il ne faut pas se compliquer les matrices. C'est-à-dire qu'il faut avoir une matrice simplifiée de A1,5 pour scorer les différents points. Et puis, pour les équipes qui sont dans une démarche de réflexion et qui peuvent justement faire travailler les équipes autour d'eux, comme vous l'avez souligné en conclusion, je crois que la méthode d'analyse préliminaire des risques, c'est-à-dire d'identifier tous les risques potentiels et ensuite de construire pas à pas les solutions qu'on pourra mettre en place. Ok, parfait, merci beaucoup. Olivier, peut-être un commentaire? Oui, en fait, quelque part, j'avais à peu près la même réponse que Hervé Ney, c'est-à-dire la méthode AMDEC, qui me semble en tout cas une analyse qu'on utilise souvent a priori, normalement, pour mesurer la criticité au travers de la formule qu'Hervé a transmise et pouvoir évaluer alors les points les plus importants et puis de moins en moins importants quand on a l'énergie pour continuer de travailler là-dessus. Alors je pense qu'il y a aussi un point qu'il ne faut pas oublier, on travaille avec l'humain, bien sûr avec le patient, pour les équipes, mais on travaille avec aussi nos équipes et donc la criticité c'est aussi travailler sur la gestion, la prévention des risques comme Hervé a très bien dit dans un slide, par rapport au personnel, par rapport aux gens qui traitent le matériel qui est a priori contaminé. Et donc, on a aussi des outils qui permettent de travailler, de réduire les risques, de les observer et de les minimiser. Voilà. Merci beaucoup. Vu qu'on a le temps, on va peut-être prendre une seconde question. Donc ici, je vois qu'on cite souvent la flexibilité de la stérilisation comme un atout. Si les temps de retraitement sont incompressibles, quel axe de travail de service de stérilisation doivent être flexibles sans augmenter la criticité? Avez-vous un commentaire? Vous voulez essayer de répondre? Oui, alors moi je pense que c'est une excellente question. C'est-à-dire que la question de la flexibilité, en fait, je pense qu'on peut la poser un petit peu autrement. C'est-à-dire que la flexibilité, je pense que c'est plus adaptation. Donc la flexibilité, en fait, ça consiste à dire je vais pouvoir constamment m'adapter par rapport aux demandes des clients. Alors, il ne faut pas oublier qu'on a un processus qui est normé et que malgré tous les plans B qu'on va pouvoir trouver, ça va être très très compliqué d'arriver à répondre à toutes les exigences.
Aujourd'hui, on a des cycles de stérilisation qu'on peut raccourcir. On peut faire une analyse de risque sur certains cycles dans certaines conditions. Aujourd'hui, on peut avoir d'autres méthodes de stérilisation que la stérilisation à la vapeur. Donc, je crois qu'il faut se dire que la stérilisation ne doit pas toujours s'adapter en fait aux clients, notamment aussi à la programmation opératoire, mais que ça doit être un partenariat, comme l'a bien expliqué Olivier. Donc, flexibilité, adaptation, oui, parce qu'on travaille dans une relation client-fournisseur, mais pas n'importe quel prix, en tout cas pas de la sécurité du process. Alors, oui, pour ma part, j'ajouterais, comme Hervé l'a dit, ben c'est vrai qu'il y a les équipements, les nouveaux types d'équipements, autoclaves ou stérilisateurs. Il y a des autolaveurs aujourd'hui qui ont des cycles beaucoup plus courts que, par exemple, moi j'ai des autolaveurs à 90 minutes, à 90 minutes, donc c'est très long. Maintenant, on a un autre axe. Alors, quand il s'agit de changer des machines, ben, il faut des budgets. Alors, on peut aussi utiliser les budgets pour d'autres axes qui sont, par exemple, on analyse chez moi le nombre de passages des plateaux. Et donc, on estime qu'un plateau d'instruments qui passe plus de 100 fois par an, qui est traité plus de 100 fois, et donc par exemple, je sais pas dans quel type d'intervention, j'ai 2 plateaux, et ces 2 plateaux sont toujours sollicités, ben voilà, on travaille sur le budget de l'année suivante pour en tout cas augmenter le parc. Et donc ça nous donne de la flexibilité. Travailler sur la flexibilité des équipes, du personnel, c'est relativement complexe parce que bien, on est livré aux conventions collectives, aux horaires, aux conseils d'entreprise, etc. Alors, on peut aussi travailler, par exemple, sur la livraison du matériel ancillaire. Pas plus tard que hier, on me livre 20 plateaux à 16 heures. Il me reste une infirmière et on a besoin de ces plateaux d'instruments ce matin à 8 heures. C'est très compliqué. Donc, on doit travailler aussi sur des règlements d'ordre intérieur et des règles par rapport aux fournisseurs. Donc, voilà, il y a encore d'autres axes. On peut travailler sur toute une série de points comme ça. Voilà. J'aimerais moi aussi donc ajouter mon propre commentaire sur cette question. Par flexibilité, je pense qu'elle doit être de façon raisonnée et collaborée. Donc, il faut voir avec chacun de nos partenaires, donc en particulier le quartier opératoire, voir avec chacune des disciplines, parvenir à un accord, donc un service level agreement comme je le parlais tout à l'heure, mais qui soit équilibré. C'est-à-dire, on ne va pas promettre quelque chose qu'on n'est pas capable de tenir, mais donc il faut qu'on ait réfléchi en interne pour voir si c'est possible, et donc voir ça avec vos propres collaborateurs, qu'ils soient auxiliaires ou infirmiers, et voir comment satisfaire au mieux la demande d'un chirurgien ou d'un quartier opératoire sur base de ce qui est possible de faire. Donc, la flexibilité, elle doit être équilibrée. Il faut une flexibilité, mais elle doit rester équilibrée. Voilà. Bon, il y a beaucoup de questions. Le problème, c'est qu'on ne saura pas y répondre à toutes. Ce qu'on va faire, c'est on vous répondra par email. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à envoyer à info@mobius.be. Là, on pourra encore y répondre. Je voudrais juste quand même donner un petit commentaire qu'on nous a envoyé, mais ce n'est pas une question. C'est, eh bien alors, il faut motiver nos directeurs. N'hésitez pas à leur envoyer la présentation, puisque je vais vous l'envoyer à chacun d'entre vous. N'hésitez pas à leur envoyer. Voilà, je vous remercie à tous. Je remercie à Monsieur Naïm, Monsieur William pour votre participation et surtout pour les inputs que vous avez apportés qui étaient très pertinents. Un tout grand merci à tous. À bientôt. Merci, au revoir. Merci, au plaisir.